Donc nous allons débuter avec une première table ronde qui s'intitule « Un défi à la hauteur de l'enjeu, accélérer l'accès aux innovations dans le domaine du cancer ». Quelques chiffres, tout d'abord. On sait aujourd'hui que le marché global de l'oncologie devrait atteindre aux alentours de 91 milliards de dollars en 2013. Et on souligne vraiment que l'aspect oncologie est un des moteurs de l'industrie pharmaceutique d'aujourd'hui. Si bien que ces avancées importantes dans le domaine de la cancérologie et de l'oncologie nécessitent de la part de l'industrie pharmaceutique de prendre l'angle de plus en plus tôt, soit avec le milieu académique, soit avec les startups qui développent ces nouvelles molécules. Autre aspect très important, c'est le coût croissant de ces thérapies anticancéreuses qui oblige ce que les Américains appellent les payeurs, ce que ici en France nous appelons les assurances maladie, à réévaluer leur modèle de remboursement. C'est-à-dire qu'on a des thérapies qui sont de plus en plus coûteuses et qui nécessitent de la part de notre société, de nos sociétés développées, de réfléchir sur la capacité que l'on aura de soigner le plus grand nombre de la façon la plus satisfaisante avec ces nouvelles technologies. De plus, on a un vrai bouleversement dans les thérapies qui sont aujourd'hui disponibles. On a des thérapies ciblées, on a des progrès de plus en plus importants et un retour de l'immuno-oncologie. Je suis suffisamment ancien pour savoir qu'on a eu une période de l'immuno-oncologie où on pensait soigner un certain nombre de cancers à travers le système immunitaire. Ça a décru et ça revient à l'ordre du jour. Et c'est vrai que cet aspect immuno-oncologie est très intéressant parce que c'est ce qui aujourd'hui mobilise pas mal l'industrie pharmaceutique. Donc du coup, on a un vrai bouleversement complet de l'ensemble du secteur. Et c'est vrai que l'écosystème lui-même est en train de se transformer depuis la découverte jusqu'à l'enregistrement, et parfois même post-enregistrement. C'est pourquoi nous avons donc essayé d'aborder l'ensemble de l'écosystème avec 4 intervenants assez prestigieux. Antoine Italiano, qui est de l'Institut Bergonié, qui est un clinicien, que je vais appeler, s'il peut rejoindre l'estrade, qui dirige l'unité d'essais cliniques de l'Institut Bergonié, où il évalue les nouvelles technologies et les nouveaux traitements à travers des phases précoces. Nous avons ensuite Jin Sang-Sun, qui est le CEO de DNA Therapeutics, qui est une start-up qui a un modèle très intéressant qui vous parlera de comment, en étant une start-up, on arrive à discuter le plus tôt possible et le plus rapidement possible avec l'industrie pharmaceutique, avec des outils first in class. Ensuite, je vais appeler le professeur Dominique Marininki, avec lequel j'ai une petite proximité. C'est un Marseillais, je suis moi-même Marseillais, et quand je faisais mes études, j'avais une très forte envie d'aller travailler à l'Institut Paul Calmette. Donc je suis très heureux de l'accueillir. Il va nous donner un petit point de vue probablement un petit peu plus institutionnel. Il a dirigé l'ENCA, il a dirigé la NSM, il a transformé l'agence de réglementation, donc il va nous donner peut-être une coloration plus institutionnelle de ce qu'il est nécessaire d'avoir. Et j'appelle en dernier Michel Goudard, bonjour monsieur, qui va lui nous parler du sentiment qu'ont les associations de patients vis-à-vis de l'accès à ces innovations. Donc je ne sais pas lequel de vous deux qui voudrait commencer. Antoine, peut-être? Ok. Donc je vais en quelques mots vous présenter le point de vue du clinicien concernant le problème de l'accès à l'innovation thérapeutique chez nos patients atteints de cancer. Il passe bien sûr par une volonté médicale et institutionnelle d'accélérer l'accès à cette innovation pour le plus grand nombre de patients atteints de cancer. Et une illustration est un programme que nous avons lancé à l'Institut Bergonié, que nous avons baptisé Cancer Innovation Aquitaine, et qui passe sur le plan fondamental par une meilleure connaissance, bien sûr, de plus en plus développée de la biologie des cancers et de la cellule tumorale. Un exemple ici montrant la complexité des voies de signalisation, qui fait que pour un même patient, selon les aberrations moléculaires rencontrées dans la tumeur, on pourra proposer un médicament ciblé particulier, alors que pour un autre patient présentant sur le plan phénotypique le même type de cancer,
alors qu'il a une aberration différente, on proposera une thérapeutique ciblée différente. Cette approche donc de médecine personnalisée passe donc, vous l'avez compris, par l'identification pour chaque patient de là ou des anomalies clés qui va permettre de lui proposer un traitement à la carte, et c'est l'enjeu donc de l'avenir de l'oncologie médicale moderne. Alors, ceci n'est possible que grâce à l'utilisation des technologies de séquençage modernes, impliquant le séquençage haut débit. L'Institut Bergonié fait partie des centres pionniers dans le domaine. Et l'objectif du programme Cancer Innovation Aquitaine est donc d'utiliser ces technologies pour proposer un nouvel espoir thérapeutique aux patients de notre région chez qui les traitements conventionnels ont échoué. Alors, comment ça se passe en pratique? Cet accès à l'innovation thérapeutique, pour nous en tout cas, ne peut passer que par l'offre d'un accès le plus large possible à nos patients, à des molécules innovantes dans le cadre d'essais thérapeutiques. Donc, vous le savez tous, le développement d'un médicament prend plusieurs années, il passe par différentes étapes de développement. La phase 1 qui est l'étape clinique où on administre pour la première fois un médicament chez l'homme, qui pendant longtemps n'avait pour unique but que d'évaluer les effets secondaires, la toxicité, ce qu'on appelait la dose maximale tolérée d'un nouveau traitement, mais qui de plus en plus, en fait, dans le cadre de cette approche de médecine personnalisée, essentiellement comme objectif d'identifier des premiers signaux d'activité et d'efficacité. Si ces premiers signaux sont prometteurs, le médicament passe ensuite en phase 2, où là, une hypothèse statistique est posée. Et c'est une étape cruciale pour l'industriel ou la biotech, parce qu'en fonction des résultats de cette phase 2, on décidera ou non d'aller plus loin dans le développement à l'étape cruciale, qui est la phase 3, qui a pour but de démontrer de manière formelle l'efficacité de ce nouveau traitement, avec comme objectif l'obtention de son autorisation de mise sur le marché. Dans le cadre du programme que nous développons à l'Institut Bergonié, l'objectif est de développer au maximum l'accès à des traitements innovants dans le cadre de phase 1 et de phase 2. Pourquoi? Parce que ça permet à nos patients d'avoir accès à ces médicaments 8 à 10 ans avant qu'ils soient sur le marché. Alors, pour nous, donc, vous l'avez compris, la médecine personnalisée passe par un meilleur accès aux essais cliniques de phase précoce. Et pour faciliter cet accès, nous avons mis en place cette approche de médecine personnalisée où on propose aux patients une analyse complète génétique de la tumeur qui passe par un prélèvement tumoral, un séquençage par des techniques donc, de génétique de haut débit, l'identification de cibles thérapeutiques et en fonction de ces résultats, la proposition d'un essai clinique avec un traitement innovant. Un exemple là, donc, d'une patiente de la région donc, du Pays Basque, chez qui tous les traitements conventionnels avaient échoué, qui nous a été adressée donc, pour avoir accès à un traitement de phase 1, qui a pu en bénéficier. Vous voyez ici un très bel exemple de réponse quasi complète d'une métastase cérébrale, réponse qui s'est maintenue chez cette patiente plus d'1 an, alors qu'elle n'avait une espérance de vie dans cette situation clinique que de quelques semaines. Le bilan de l'année dernière, cette approche, donc, nous l'avons initiée en janvier 2013. 460 patients ont bénéficié d'une analyse génétique et grâce à cette analyse génétique, nous avons pu proposer à 132 patients aquitains l'accès à un essai thérapeutique de phase précoce. Et ces chiffres font de l'Institut Bergonié un des 3 centres les plus actifs en France dans ce domaine, mais on est bien loin des centres des effectifs des centres américains. Pour vous donner un ordre d'idée, le MD Anderson à Houston au Texas inclut plus de 1000 patients par an dans des essais cliniques de phase 1. Il faut également que vous sachiez que c'est un domaine extrêmement compétitif puisque 80%, malheureusement 80% de ces phases 1 sont réalisées encore aujourd'hui aux États-Unis et que l'Europe n'a accès qu'à 20% de ces essais cliniques innovants. Cette approche donc, nous a permis
d'augmenter considérablement l'accès au phasin. Vous voyez sur ce graphe qu'en 5 ans, nous avons quasiment multiplié par 7 le nombre de patients inclus dans des phasins à l'Institut Bergonié. Et ça concerne tous les types de cancers, tumeurs solides, cancer du sein, cancer digestif, et également des cancers hématologiques. L'origine des patients les patients viennent d'un peu partout, de l'Institut Bergonié pour un tiers, mais dans 2 tiers des cas, ces patients étaient traités dans des centres, dans des établissements de santé hors Institut Bergonié, qu'il s'agisse de centres hospitaliers généraux, de cliniques privées ou du CHU de Bordeaux. Ceci a été facilité par la mise en place d'une collaboration régionale et par une amélioration également de la visibilité de l'Institut Bergonié en tant que centre pilote pour ces essais cliniques de phase précoce. Donc le coût global de cette approche est pour chaque patient de l'ordre de 1 000 €, donc ces techniques génétiques de haut débit, qui sont pour l'instant absolument pas prises en charge par l'assurance maladie, alors que ce type d'approche apporte réellement un bénéfice clinique pour les patients. Le coût prévisionnel en 2018 est de l'ordre de 400 € grâce à une amélioration donc, de la rentabilité donc, de ce type d'approche, dont le coût donc, ira donc en décroissant. Et notre objectif d'ici 2018 est de proposer donc, cet accès à 4000 patients de la région Aquitaine pour un coût global de 3 millions d'euros. Comment financer cela? L'Institut Bergonié, pour l'instant, y met de sa poche. Ce qui est regrettable, c'est que pour l'instant, alors que c'est une approche extrêmement intéressante pour l'industrie pharmaceutique, on n'a qu'un soutien assez limité de l'industrie pharmaceutique pour ce type de programme. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule grande compagnie qui nous a apporté un soutien direct. Car ce type d'approche nécessite également des ressources humaines importantes. Ici, une photo de l'équipe, mais si on veut atteindre l'objectif de 4000 patients, l'effectif nécessitera une nette augmentation dans les années qui viennent, et c'est un coût important pour les établissements de santé. Je vous remercie. Si vous le désirez, on va garder les questions pour la fin. On va faire l'ensemble des intervenants. Jean 5, s'il vous plaît. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter en fait l'histoire de DNA Therapeutics. Je vais m'inscrire dans la thématique de ce matin, c'est comment accélérer l'accès à l'innovation aux patients dans le domaine de l'oncologie. Je dirais que, de mon point de vue, lorsqu'il y a une innovation académique, peut trouver preneur chez les industriels, pour quelque raison que ce soit, il vaut mieux passer directement chez les industriels, c'est un meilleur accès, délai le plus court pour concrétiser cette innovation. Dans certains cas, ce n'est pas possible, pour un tas de raisons, et surtout dans des cas où le concept nouveau, il va au contre-courant, il ne bénéficie pas l'effet de mode. Mais dans ce cas-là, je pense que le passage par une biotech est incontournable et Matwin joue plein rôle dessus. Donc, j'ai préparé mon exposé pour d'abord vous expliquer un peu ce qu'on fait à DNA Therapeutics, qui est issu de la recherche de l'Institut Curie, CNRS, INSERM et Muséum national d'histoire naturelle. La genèse de projet et où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années. Et je reviendrai sur l'historique du début de projet, à partir de genèse dans l'académique, puis la création des DNA Therapeutics, puis aujourd'hui. Et je situe sur cet laps de temps l'intervention de Matwin. Et je vais aussi voir quelles sont les choses qu'on peut encore améliorer, toujours dans le même esprit d'accélérer l'accès à l'innovation. Voilà. Prochaine diapositive. C'est moi qui ai ça. Alors, l'histoire commence à un été 2001, où Jean-Marc Cosset, qui était le chef du département radiothérapie à Curie, a expliqué à l'ensemble de ses collègues, y compris Marie Dutrex, la radiorésistance dans le cas particulier de cancer tête et cou, malgré tous les perfectionnements de physique nucléaire, toutes les techniques. On peut aller jusqu'à 90 degrés, mais il y a quand même environ 50% qu'on ne guérit pas. Et on ne peut pas augmenter la dose.
Et donc, Marie Dutrex donc, est une radiobiologiste bien connue et spécialiste en tout ce qui est réparation à l'ADN. Et pense que, et selon la littérature, que c'est parce que ce sont des cellules avancées qui acquièrent une capacité de réparer très rapidement les dommages. Donc, de ça. Donc, j'ai été associé dans ce projet parce que j'avais une longue histoire de collaboration avec Marie avant. Alors donc, je vous ai dit pourquoi déjà la réparation à l'ADN est une cible connue en cancéreux. Et on n'est pas le premier à penser, puisqu'il y a déjà plus de 10, voire 15 ans de développement dessus. La difficulté, c'est que c'est un mécanisme de survie qui a été sélectionné pendant 4 milliards de vies sur Terre, y compris de bactéries chez nous. Donc c'est comme un avion, hein, dit quelque chose d'essentiel, il est massivement redondant. Alors ici, je vous ai montré des types de dommages, et les carrés, c'est montrer les voies de réparation, la taille qui est à peu près l'importance qui intervient dans ces réparations-là. Donc vous voyez, pour un type de dommage, il y a au moins une, voire deux qui sont majoritaires, mais même si on arrive à les inhiber, il y a d'autres voies qui prennent relais. Et donc ça veut dire qu'une approche thérapeutique classique ciblée sur une cible moléculaire, que ce soit une kinase ou une enzyme, a peu de chances d'aboutir, sauf dans les cas où il y a déjà des défauts génétiques existants. Les autres voies sont plus opérantes. Donc on n'est que limité sur quelques voies, et ça peut marcher. Donc ça veut dire qu'on a imaginé une nouvelle approche qui n'est plus ciblée sur une cible moléculaire, dans le sens d'une action antagoniste, mais plutôt dire, OK, un dommage, quel qu'il soit, doit être détecté et signalé au système de réparation. Ici, on peut leurrer ce système-là, créer un effet de brouillard. C'est ça le concept de debate. C'est de dire qu'on va activer artificiellement les signalisations de dommages par l'introduction de petits fragments d'ADN, et de telle sorte qu'il va masquer la signalisation du vrai dommage sur la chromatine. Donc il n'y a plus du tout de recrutement de protéines de réparation. Ce site-là, de ce fait, il n'est plus réparé. Donc c'est un mécanisme d'action agoniste complètement différent qui est assez rare en oncologie. Donc comme je vous montrais qu'il est très bien fait pour sensibiliser les patients, les tumeurs qui sont résistants au traitement conventionnel. Alors, juste, moi, j'ai mentionné des approches dans ce domaine plus classique. Hein. Le plus connu, c'est les inhibiteurs de PAP. Le premier développé par AstraZeneca maintenant sur le marché pour cancer d'ovaire de 4e ligne. Dans des cas bien spécifiques, il faut que ce soit un patient qui ont une mutation BRCA. Donc, ils sont plus opérants sur la voie de recombinaison homologue. Et le nôtre, qui est, comme je l'ai dit, c'est différent. On a démontré qu'il inhibe l'ensemble de réparations et on n'a pas besoin de défauts génétiques. La molécule est montrée en bas. C'est une petite double hélice de 3 tours. Ça fait 10 nanomètres en longueur. Et le 5'3', qui est la signature d'une cassure double brin. Et on a fait une couplage avec un cholestérol pour améliorer les propriétés pharmacocinétiques et aussi tout ce qui est uptake cellulaire. L'avantage de ce produit, le mécanisme d'action, j'en ai déjà dit, il y a une très grande spécificité vis-à-vis des tumeurs. Alors, cette molécule peut rentrer dans les cellules normales, ça peut brouiller les cellules normales, mais les cellules normales ont des fonctions de contrôle de cycle. Quand ils voient ces signaux dangereux, ils vont s'arrêter de bouger. Et quand les signaux disparaissent, ils vérifient l'intégrité de chromosomes et il peut continuer. Donc il n'y a pas de mortalité sur les cellules saines. On a même vérifié sur les cellules, les moelles osseuses, etc. Et sur les cellules cancéreuses au stade avancé, ils ont perdu le contrôle de cycle. Donc ils vont continuer à avancer, et si on a bloqué la réparation, ils vont rentrer à la mitose, c'est-à-dire division cellulaire, avec l'ADN défragmenté. Donc au fur et à mesure qu'ils perdent de gènes essentiels, ils vont mourir. Ils vont mourir par nécrose.
Et ça veut dire qu'ils vont relaguer un tas de saloperies, ils vont tuer le voisin. La comparaison par rapport à apoptose, c'est un suicide propre. La nécrose, c'est un terroriste. Et on a aussi un moyen d'adressage à des tumeurs spécifiques, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un petit objet de 10 nanomètres, c'est un genre de nanoparticule. Il ne peut pas sortir de vaisseau dans les tissus sains, parce que les jonctions endothéliales sont fermes. Et ça sort bien dans les cellules tumorales, parce que le vaisseau est un peu cassé. Et le fait d'avoir un cholestérol permet aussi d'avoir plus de ciblage pour l'entrée intracellulaire qui suit un trafic intracellulaire remédié par le récepteur de LDL. Cette molécule, comme je l'ai dit, il y a un très bon profil de safety puisqu'on n'a pas pu montrer en évidence l'effet toxique. On est allé jusqu'à très haut. En combinaison avec chimio cisplatine ou avec doxorubicine, on n'a pas vu l'addition de toxicité au-delà de ce qui est le niveau basal de chimiothérapie. Vous verrez que chez l'homme, en combinaison avec radiothérapie, on n'a pas vu des choses additionnelles non plus. Donc, on a fait beaucoup d'études précliniques, différents modèles. Je peux vous dire que ça ne dépend pas de l'origine du cancer. Et je vais vous montrer très brièvement les résultats de phase 2 qui va être présenté dans moins de 3 semaines à l'ASCO. Et on a aussi identifié des biomarqueurs, que ce soit l'activité ou de susceptibilité. Donc il a un très bon profil pour être un bon candidat dans le domaine du cancer, puisque ça peut améliorer l'activité sans ajout de toxicité. Donc c'est un essai qu'on avait aussi bénéficié de l'accompagnement de l'AFSAPS à l'époque, ça s'appelle encore l'AFSAPS. Le point principal, c'est que le mode d'action fait que potentiellement, c'est un inhibiteur le plus puissant de la réparation de l'ADN. Or, on connaît déjà des problèmes de toxicité sur les inhibiteurs de PAP, et l'agence a vraiment voulu que le premier développement soit axé sur la sécurité du produit. Et après discussion avec l'agence, aussi avec des oncologues, on avait décidé de choisir un sous-type de mélanome métastatique qui est encore au stade sous-cutané. L'avantage de ça, c'est que vous verrez, il y a plusieurs lésions. L'investigateur va traiter juste deux d'entre eux. Un moitié dose intratumorale, un moitié dose sous-cutanée péritumorale. Dans le carré, on va tout irradier. Donc, on va regarder les réactions de peau vis-à-vis l'irradiation plus des T01. Donc, on peut très bien voir la différence de toxicité. Et si c'était seulement un effet local, chaque patient a son propre témoin. En phase 1, on sait déjà ça marche ou ça ne marche pas. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous voyez déjà sur cette waterfall, on a presque 40% de réponse complète. Et ce n'est pas ce qui était prévu avec 30 grés d'irradiation. Et la durée de réponse, on a seulement 1 an de suivi qui est au-delà de ce qui est connu. Et le cerise sur le gâteau, c'est qu'on a des nodules qui sont qui n'ont pas directement injecté, hors champ. On voit il y en a d'autres qui ne sont même pas irradiés à distance. Et on voit un effet de réponse qui est sur le petit graphe, tout ça, qui est corrélé à UC, donc qui suggère une activité systémique. Et le prochain vraiment développement, c'est vraiment de démontrer l'activité systémique de ce produit, donc par 2 phases 1 qui sont un peu jumelées, qui commencent avec une montée en dose standalone, puisqu'on peut avoir des activités standalone dans les cancers génétiquement stables, comme le cancer triple négatif, et en combinaison, et puis avec 2 ou 4 expansions selon le financement. En parallèle, donc, on fait le développement de biomarqueurs. Alors, je reviens maintenant à la fin. Ça, c'est l'historique de développement de ce projet. Depuis 2001 jusqu'à 2006 et même jusqu'à aujourd'hui, il y a un gros composant académique qui continue puisque c'est un nouveau projet. C'est une idée fou au départ parce qu'on va activer un tas de protéines. On ne sait pas du tout quelle est la conséquence biologique de ça. Il y a fort à parier au départ qu'il y aura beaucoup de toxicité et on a démontré, on a compris pourquoi il n'y a pas de toxicité. DNA Therapeutics a été créé en juin 2006. Il nous a fallu, Jean-Pierre connaît très bien, 2 ans pour convaincre, avoir un petit fonds d'amorçage qui s'est transformé assez rapidement en janvier 2009.
un premier tour d'investissement et après, donc, ça suit son chemin de développement. Par rapport à Matwin, je dirais que sa contribution, si ça existait à cette époque-là, on aurait pu bénéficier. Ça aurait pu accélérer notre développement, 1 an, 2 ans sûrement. Ce que je souhaiterais, Matwin, je ne sais pas s'il y a l'activité ou pas, qui puisse aussi intervenir avec Structure Valo un peu plus en amont, parce que quand on fait la recherche translationnelle par des chercheurs, on ne sait pas comment faire, en gros. Je suis passé par là, donc je vous dis des choses très franchement. Et si les experts industriels peuvent dire, OK, va faire cette manip-là pour répondre à cette question, parce qu'en fait, répondre à une question pertinente, il y a 2 possibilités. 50% on a répondu, 50% on n'a pas répondu. Dans les 2 cas, c'est informatif. Voilà. Faire des manips avant la création de la société, qui va déjà montrer aux industriels, aux financeurs, qu'on sait répondre à des questions pertinentes, qu'on a déjà une base de données qui forme une base saine pour continuer. Bon, Matwin, après, qui prend la suite, ils font très bien, je n'ai rien à ajouter. Et je suis sûr qu'il y a le service après-vente de Matwin, après la création, avec son réseau d'experts à accompagner la progression de la société. Donc voilà, donc, je souhaite beaucoup de succès à Matwin et merci beaucoup pour votre attention. Monsieur Marinaki, si vous pouvez nous donner votre sentiment sur comment, en étant ancien de l'ANCA et de la NSM, comment peut-on avoir un accès plus rapide aux innovations ? Merci de votre invitation. Bon, j'ai évidemment plaisir à échanger avec vous de façon prospective plus que rétrospective sur la manière de relever un certain nombre des défis de l'innovation en cancérologie, et avec une touche nationale quand même, puisque nous nous situons dans le monde, mais on a aussi une maîtrise sur ce qui se passe sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est un défi, un paradoxe, puisqu'il faut à la fois concilier la rigueur scientifique et les contraintes réglementaires, cela vient d'être dit. Bon, la réglementation, un tout petit mot, c'est embêtant, mais c'est ce qui donne l'équité d'accès. Donc il faut que ça soit reproductible. Et après, il faut rendre la réglementation évidemment pertinente. Et on est dans un paradoxe où, du côté du réglementaire, on va devoir arbitrer à la fois des contraintes de l'accès collectif et une médecine de plus en plus personnalisée, individualisée. Ce n'est pas un scoop dans l'histoire de la médecine, mais ça se fait avec une très grande échelle et dans un climat de pression bien légitime par rapport à l'acquisition de nouveaux biens. Donc je voudrais déclarer que je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, je n'en avais pas dans le passé, je n'en ai pas dans le présent et je n'en aurai pas pendant les années qui viennent. Simplement, j'ai été fonctionnaire et je suis employé de l'Institut Paul Calmette. Donc, une des touches françaises de l'accès à l'innovation, c'est de rendre les innovations, bien sûr, rapidement accessibles, c'est un enjeu collectif normal, mais pour nous, l'innovation est intéressante si elle est accessible pour le plus grand nombre. Donc, rapide et massif, et équitable. Donc, si on met ces ingrédients ensemble, ça signifie qu'il faut que l'innovation soit adaptée et suivie, et ce qui était innovant ne va pas le rester, et l'hypothèse initiale ne sera pas toujours l'hypothèse qui va être retrouvée dans la vraie vie. Donc, tout va dépendre de notre capacité à anticiper, et comme on n'anticipe pas, c'est à suivre, et à réguler de façon secondaire plutôt que primaire. Ça impose une nouvelle dynamique dans l'évaluation des produits. Dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des moments magiques, mais ces moments vont être répétitifs et séquentiels. Et puis probablement l'exploration de nouvelles pistes pour une médecine du futur qui n'est pas encore normée ni régulée, qu'on pourrait appeler une médecine de précision. Bon, la médecine essaie d'être précise autant que faire se peut. Une médecine de plus en plus personnalisée et qui va être pilotée par des critères dits biologiques, à l'heure actuelle génétiques, mais pourront être d'autres natures. Donc ces enjeux autour de l'innovation sont souvent contradictoires. On est ici dans une convention où on veut faciliter
l'innovation, rendre l'environnement favorable aux porteurs de projets innovants, et c'est bien normal. On veut, en tant qu'acteur de la société, accélérer la mise à disposition de produits qui comblerait un besoin médical non rempli ou mal rempli. En cancéro, la liste est longue. Et la vision de ce qui est mal rempli peut changer selon le cours du temps et selon les acteurs. On aura la chance d'avoir une association de malades qui dira aussi son point de vue. Et en même temps, à la fois en tant que régulateur et aussi acteur de la société, disposer quand même de données complètes et fiables sur les bénéfices. Mon prédécesseur a parlé de la recherche de bénéfices, mais aussi sur les risques, qui sont quand même pris par les malades plus que par les investigateurs, et sur l'efficacité relative, qui au final permettra de faire l'arbitrage qui ne va pas se faire autour d'un produit, mais d'un très grand nombre de produits, et c'est un des grands changements que nous vivons. Alors la Food and Drug Administration a créé un concept qui s'appelle la Regulatory Science, qui est simplement un affichage d'humilité, qui est de dire qu'on ne sait pas. Et donc, quand on ne sait pas, il faut s'ouvrir. Il faut travailler en collaboration avec des scientifiques et accepter qu'il va y avoir des nouveaux critères de sélection, de jugement. Donc, on est en train de faire basculer ce qui s'appelait les guidelines sur une grande adaptabilité en fonction de la nature des produits et de l'enjeu. On va aller vers des nouveaux critères qui sont incontournables, le suivi direct de l'efficacité et de la toxicité par les patients. Et on sait que souvent, ce n'est pas la même qui est perçue. L'exploitation directe de données de santé, la FDA dispose déjà d'une base de plus de 2 millions de dossiers médicaux qui permet de suivre en vie réelle l'emploi d'un certain nombre de produits. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais ce n'est pas encore tout à fait validé. Et donc, on ne peut pas s'y appuyer complètement. Simplement, c'est les mouvements dans lesquels il faut se mettre si on veut vivre l'innovation. L'Europe fait sa touche un peu spéciale. Vous savez que dans le développement des produits, bien entendu, il y a un moment magique qui est l'approval. Ça y est, c'est approuvé. J'ai l'AMM et après, je suis tranquille. Je n'ai plus qu'à développer mon business plan. Mais les temps changent. Les temps changent parce que d'abord, on n'est pas approuvé pour la vie. On a créé ce qui s'appelle l'adaptive licensing, qui est plutôt l'adaptive pathway. C'est-à-dire, OK, vous pouvez venir, et puis après, on va restreindre ou on va étendre. Et donc, tout dépend de la capacité des agences à suivre et à la capacité des promoteurs à proposer une stratégie de suivi. Alors, je n'ai pas dit que ça fonctionnait, mais enfin, il y a déjà 24 produits en Europe qui sont passés par ce schéma. Et ce schéma va devoir probablement s'amplifier au cours des années. Troisième paramètre réglementaire, la touche française, mais elle est très européenne et elle influence pas mal l'Europe, la loi de décembre 2011, dite de sécurité des médicaments, qui a porté un certain nombre de valeurs qui vont maintenant se transposer, qui se transposent très vite au niveau européen. Transparence, très grande ouverture de données, qui est en cours et qui va évidemment s'amplifier. Un principe dans la loi de l'accès à l'innovation pour les citoyens français, donc qui bouscule un règlement européen qui est parfois un peu plus lent. L'obligation, par contre, parallèle de surveillance, c'est-à-dire de remise en question et de responsabilité directe des acteurs. Donc autour de ce nouveau panorama, est-ce que ça bouge et quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de guérir plus de personnes malades en cancérologie. Et on a la chance de vivre dans un pays où il y a un plan cancer, piloté sous la responsabilité du président de la République. Et c'est ce défi de l'innovation qu'il faut relever. Alors, comment guérir? Il y a des tas de façons. Éventuellement, grâce à des produits qui vont cibler la biologie de la tumeur et de l'hôte. Donc, je ne vais pas vous faire le couplet. Vous le connaissez parfaitement. Beaucoup d'entre vous y travaillent. Mais ce qui a marqué en bas et à droite était important. Ce n'est pas un leurre. Quand je dis 2000, c'est 6000 produits, en fait, qui sont inscrits au moins en préclinique, mais dont 2000 en développement en oncologie, dont 40% de biothérapie et ou thérapie ciblée. Donc, le monde a changé ces 5 dernières années. L'expansion est tout à fait considérable dans l'arbitrage qu'on va devoir faire entre ces divers produits.
La France a donné un grand accès à l'innovation et à la chimiothérapie par diverses mesures du plan cancer. La chimiothérapie des cancers est devenue une pratique massive et courante, vous voyez. Donc, c'est une des pratiques les plus répandues dans les hôpitaux et les cliniques français, même si ça va changer. C'est un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros en 2013 pour des médicaments qui sont considérés hors normes de la pratique hospitalière. Et cette liste dite en sus a permis un accès tout à fait massif à des produits innovants. Et vous voyez que dans des grandes pathologies, les chiffres d'affaires des traitements médicaux des cancers deviennent considérables. Et la caricature est évidemment le cancer du sein, dont les 2/3 du chiffre d'affaires sont faits par des anticorps monoclonaux, ce qui était strictement inimaginable il y a 10 ans. On vous a cité tout à l'heure ce chiffre d'affaires présenté par IMS récemment. La chimiothérapie, c'est 80, on approche les 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en 2013, vous voyez que dans les camemberts du haut, c'est 46% de ce chiffre d'affaires est fait avec des thérapies ciblées. Donc le collectif, le massif et l'individualisé peuvent être compatibles. On ne voit pas là-dessus, mais la croissance entre 2003 et 2013 est par contre, elle, tout à fait considérable. Il va être un petit souci de préoccupation dans le futur. Quelques exemples retirés aussi d'IMS. Le coût moyen mensuel de la chimio était de 5 000 $ en 2003, ce qui est déjà été considéré comme extraordinairement cher et extravagant. Eh ben c'est simple, ça a doublé en 2013. Et puis 10 000 $ par mois, c'est pas très cher. Il y a pas mal de drogues qui sont déjà à 30 000 ou 40 000 $ par mois. Bon, ben ça, ce n'est qu'une question de valeur. C'est la valeur qu'on donne à un produit. Mais l'ensemble de ces valeurs va supposer une vision un peu différente du payeur. Et en dehors de notre pays, parce que chez nous, on se fait peur, mais il n'y a personne qui a déboursé 1 euro quand même pour l'instant. Mais il y a des pays comme les États-Unis. On a parlé tout à l'heure du MD Anderson. Donc vous voyez un extrait de CBS, 60 minutes, où on fait des débats sur l'accès à la chimiothérapie avec un numéro spécial du MD Anderson et de Cantargian, le leader qui a créé, contribué au traitement de la leucémie myélique chronique, qui dit que ces patients ne peuvent plus se soigner du tout. Donc le reste à charge, qui est considérable aux États-Unis, commence à devenir pénalisant. Le deuxième cliché qu'il faut retenir, ça vient du Wall Street Journal. C'est une nouvelle toxicité de la chimiothérapie qui s'appelle financial toxicity. Et vous savez que les emprunts toxiques, ça a mal fini, et que ça peut être des freins au développement, pas uniquement médical, mais aussi au développement économique. Si toutes les drogues sont à 100 000 €, il va falloir faire un arbitrage qui ne va pas être tout à fait évident. Donc des pistes d'évolution ou de solutions, notamment françaises. La première, c'est l'utilisation croissante de génériques et de biosimilaires. Donc ne soyons pas défaitistes. L'Europe est en avance sur les biosimilaires, et la France aussi. Les États-Unis sont en bataille, mais pour l'instant, il n'y a pas de biosimilaires. La France aussi s'est mise au générique, et brillamment pour la chimiothérapie. Le chiffre d'affaires des Taxanes est passé de 200 millions € à 2 millions, ce qui est moins. C'est indiscutable, et en traitant autant de patients. Et c'est un des moyens pour donner accès à d'autres produits qui sont innovants. Le deuxième, c'est une approche qui est la vigilance et la transparence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un produit existe, qu'il a été développé, qu'il va être éternellement bénéficiaire dans le même contexte. Donc c'est l'adaptation au cours du temps avec des données publiques et transparentes de la vraie vie. Et le troisième enjeu, évidemment, c'est plus de précision dans l'indication des produits, qui est à la fois un enjeu médical et un enjeu économique. Alors, petit exemple sur vigilance et transparence. 100% des produits enregistrés en France font l'objet de débats publics, disponibles en vidéo. Alors, je n'ai pas dit que c'était bien. 100% des produits enregistrés en France font l'objet d'expertise par des patients, dont le droit de vote est équivalent à celui des experts. Et l'un dans l'autre, ils ne sont pas pires. Pas meilleurs, mais pas pires. Et l'ensemble des données sont rendues publiques, c'est la loi, et
et cette loi doit s'appliquer à l'Europe, hein, c'est aussi dans le règlement, qui n'est pas encore appliqué. Et donc, nous avons tous accès à l'ensemble, y compris des données sources, et aussi des arbitrages. Alors ça change pour les problèmes de sécurité. Les bonnes nouvelles sur plus d'efficacité, ça circule assez vite, plus en rumeur d'ailleurs qu'en certitude. Mais par contre, sur le vécu, sur la toxicité, c'est très important que ce mouvement circule. Et donc la déclaration des effets indésirables par les patients est très faible en oncologie et elle va beaucoup se développer. Aux États-Unis, c'est 50% des déclarations de pharmacovigilance. En France, tant que c'était les médecins, ils supportent pour l'instant assez bien. Ils ne font aucune déclaration et les patients sont en train de prendre la main sur le sujet. Donc ce point est assez important pour adapter au cours du temps. Alors, une action cruciale, c'est l'identification des patients qui vont réellement bénéficier d'une thérapie à travers les thérapies ciblées et essentiellement par l'accès au diagnostic moléculaire à grande échelle. Et la touche française, Josy Greffers nous quitte, mais je voudrais le saluer avant. Ouais. C'est grâce à Josy Greffers en fait, que ça a pu se faire, puisqu'il a créé des plateformes, dans le cadre de l'INCA, que je présidais à l'époque, qui ont permis, grâce à un financement public, je suis désolé pour mon collègue, c'est vrai que vous n'êtes pas financé, mais vous êtes financé par l'État. Ce n'est pas du financement à l'acte, mais qui a pu financer massivement le typage des tumeurs françaises. Et vous le voyez sur ce cliché de l'INCA, ça c'est un peu vieux, c'est 2013, 90 000 tumeurs ont été typées sur un maximum de gènes. Et le domaine où ça a été le plus spectaculaire, c'est le cancer du poumon, qui a rendu notre pays leader en termes d'accès aux molécules de traitement du cancer du poumon. Et il y a un papier qui est en cours qui démontre en plus que les malades typés, dans la vie réelle, ont une survie meilleure que les patients qui n'ont pas eu l'objet de typage et de pilotage de leur thérapeutique. On pouvait s'en douter, mais c'est encore mieux de le prouver. Donc l'enjeu de travailler en vie réelle sur l'ensemble de la population est un enjeu majeur, mais possiblement réaliste. Revenons au réglementaire. Le typage fait partie maintenant d'une pratique normée sur le plan réglementaire. L'FDA a autorisé il y a 1 an et demi le premier séquenceur à grande échelle. Et vous voyez sur cette courbe l'évolution du coût du séquençage au cours des années. On peut dire que c'est 1 000 €, mais c'est peut-être 800, c'est peut-être 500, en disant que c'est très nettement accessible à une pratique courante. Sur la diapositive de droite, vous voyez l'évolution des pratiques de séquençage en France. En bleu, c'est les séquençages gène par gène qu'on faisait jusqu'aujourd'hui. En orange, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de lancer avec le NGS, les nouvelles technologies, et peut-être ensuite, ça sera du séquençage complet d'exomes, qui est la partie verte de la diapositive. Tout ça n'est pas simulé, c'est de la vie réelle. Et donc, l'identification génétique en population est un enjeu qui est tout à fait crédible et possible sur le territoire en faisant quelques nouveaux efforts. Donc, guérir plus de personnes, peut-être grâce à des facilités structurelles et réglementaires en France, que je voudrais reciter, les essais cliniques. Il n'est pas interdit de faire des essais cliniques d'un type nouveau qui se ferait en vie réelle sur des grandes cohortes de patients. Et certains collègues sont en train de le pratiquer. Les ATU de cohorte, autorisation temporaire d'utilisation, sont à l'évidence un des moyens de donner un accès massif à la population. On a eu la fierté de pouvoir traiter quelques milliers de patients avant la mise sur le marché de produits cruciaux dans le traitement de l'hépatite, dans le traitement des lymphopathies B, qu'on va citer tout à l'heure, parce que de temps en temps, certains malades n'ont pas spécialement envie d'attendre. Ce qu'on appelle les RTU est un dispositif encore peu utilisé, car un peu complexe, mais qui permet de l'utilisation des produits hors AMM, et qui est une facilité réglementaire qui est considérable. Et enfin et surtout, nous disposons d'un financement public pérenne, hors acte, pour financer des plateformes de biologie moléculaire qui doivent offrir un service à la population et pas uniquement à la connaissance en termes de typage génétique. Donc maintenant,
nous avons plusieurs pistes à discuter, à arbitrer, à expérimenter pour donner encore plus d'accès à l'innovation en oncologie en France, en utilisant déjà le riche arsenal réglementaire qui existe, et s'il vous plaît, en essayant de ne pas en créer de nouveaux, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, en faisant la preuve du concept pour ces nouvelles approches de meilleure efficacité, mais ne rêvons pas. Tous les investigateurs cherchent l'efficacité, notre collègue nous l'a dit, mais bon, nos collègues du MD Anderson et puis toutes les firmes démontrent assez vite l'efficacité. Par contre, montrer une sécurité d'emploi des produits va devenir un enjeu crucial parce qu'un produit efficace, s'il est trop toxique, va disparaître trop rapidement du marché. Donc une des approches qui a été retenue en France dans le plan cancer, c'est de mobiliser des financements publics dédiés pour permettre l'accès à l'innovation, et notamment en finançant un typage de toutes les tumeurs et d'installer dans la pratique une médecine de précision qui suppose encore évidemment du temps, mais c'est un des enjeux vers lesquels on se dirige. Je vous remercie. Merci, docteur. Le dernier intervenant de la table ronde, ce sera les patients. C'est vrai que vous avez beaucoup évoqué, cher professeur, l'importance des patients qui est de plus en plus importante en termes de suivi, d'accompagnement. Donc, je donne la parole à Michel Goulard pour qu'il nous donne la vision des patients un petit peu. Oui, bien, écoutez, bonjour à tous. Enfin, merci d'avoir sollicité, je dirais, l'opinion des patients qui sont dans le processus quand même relativement important, même s'ils ne sont pas volontairement dans le cycle. Alors juste, je vais commencer par vous donner un petit éclairage pour que vous sachiez qu'on sorte de l'anonymat pour savoir avec quel est le type d'association que je représente, mais qui est un cas parmi toutes les associations qui sont extrêmement nombreuses. La nôtre a été créée par des patients en 2007, vous voyez, donc elle est relativement récente, et elle s'occupe de 2 maladies rares qui sont apparentées, en tous les cas, en ce qui concerne les traitements. Ce sont des maladies, sont des cancers du sang qui sont chroniques, c'est-à-dire qui sont à évolution extrêmement lente. Alors le premier type, c'est la leucémie lymphoïde chronique, où il y a 30 000 malades, qu'il ne faut pas confondre avec la leucémie aiguë, hein, ça n'a pas vraiment de rapport, c'est une prolifération de globules blancs qui refusent de mourir. Et puis l'autre maladie, c'est la maladie de Waldenström, qui elle se caractérise par une accumulation d'immunoglobulines, le sang s'épaissit, enfin pour être simple, il n'y a que 3000 malades, mais elle est finalement assez connue parce que c'est la maladie des chefs d'État, on en parlait tout à l'heure. Il y a eu le président Pompidou qui a beaucoup donné de visibilité maintenant à cette maladie, mais on verra qu'à l'époque, il y avait malheureusement pas du tout, quasiment pas de traitement, enfin pas de traitement efficace en tous les cas. Mais il y a aussi eu le Shah d'Iran et le président Boumedienne. Vous voyez, donc les chefs d'État sont très bien représentés. La typologie, c'est les gens en général plus de 60 ans. Et là, il n'y a pas d'égalité puisque ce sont aux 2/3 des hommes. Et on a au niveau de l'association à peu près 2000 inscrits, ce qui par rapport au nombre de malades est quand même relativement correct. Je précisais qu'on a un comité d'éthique, un comité scientifique, parce qu'en fait, on est très lié aux hématologues, qui sont ceux qui vérifient, valident l'exactitude de toutes les informations que l'on peut donner. Alors, quelle était pour ces maladies la situation avant 2000 ? Avant 2000, l'exemple du président Pompidou est un bon exemple, il n'y avait quasiment pas de traitement ou peu de traitements efficaces. À partir de 2000, justement, ça a été un petit peu un retournement. La recherche a commencé à comprendre un petit peu le fonctionnement de la cellule et on a vu apparaître les anticorps monoclonaux. On en a bénéficié parmi les premiers et à travers un produit assez connu qui est le Maptera de chez Roche et qui a fait largement évoluer le pronostic de ces maladies. C'était la première révolution. Et maintenant, on constate, puisqu'il y a des progrès et la connaissance de la cellule, vous l'avez vu au cours des interventions qui ont été faites, on commence à comprendre beaucoup mieux le fonctionnement de la cellule. On s'aperçoit qu'il y a une multitude de leviers sur lesquels on peut agir. Et on voit donc apparaître un certain nombre de nouvelles thérapies qui ont permis de mettre au point des choses qui ouvrent des perspectives tout à fait intéressantes. Alors j'en ai cité quelques-unes, je ne voudrais pas vexer les laboratoires qui ne sont pas cités, mais il y a l'ibrutinib chez Janssen ou l'idalisib chez Gilead.
Mais tous les laboratoires ont en préparation ce type de produit et travaillent activement dessus. Et les représentants ici qui font de la recherche doivent également travailler sur ce type d'évolution. Actuellement, on bénéficie effectivement pour un certain nombre de ces produits, l'ibrutinib en particulier, d'une ATU. Donc les AMM sont pour bientôt. Et même, on voit que ces anticorps monoclonaux, quelquefois, sont tellement efficaces, se révèlent tellement efficaces, qui prennent des raccourcis dans le processus de validation. Alors aux États-Unis, ça s'appelle la fast track, le parcours rapide. Mais c'est tout à fait, je dirais, vu par les malades, ça donne un espoir, je dirais, qui est tout à fait motivant pour être volontaire pour tous les essais qui pourraient être susceptibles de leur être offerts. Alors, ces nouvelles thérapies, pardon, attendez, je vous ai, voilà, ces nouvelles thérapies nous offrent donc des perspectives, et je voulais ensuite essayer de voir comment, par rapport à ces évolutions de la recherche, de quelle façon une association peut se positionner pour concourir à cette accélération de recherche, cette accélération de la mise en œuvre des nouveaux médicaments. Et je vais donner des exemples dans différentes directions, que ce soit avec les patients, les pouvoirs publics, les hématologues, les laboratoires, ou par l'utilisation des médias. On va commencer par voir de quelle façon les patients, qui sont le passage obligé de toute expérimentation, peuvent être concernés. Tous les médicaments ont besoin d'essais cliniques. Donc il ne faut pas se cacher que les malades sont quelquefois réticents quand ils entendent le terme essai clinique. Et les hématologues pensaient que la réticence était relativement forte. C'est pourquoi on a fait, à travers une enquête générale qui était destinée à voir comment les patients vivaient la vie de malade au travers des traitements, au travers de l'après-traitement, etc. Et on avait posé des questions en matière d'essais cliniques pour voir comment cela leur avait été proposé et comment ils avaient réagi. Alors, dans leurs réponses, ce qu'on a pu déterminer, c'est que 19% des personnes qui ont répondu à l'enquête nous ont dit qu'on leur avait proposé un essai clinique et que quasiment tous avaient accepté, puisqu'on a 17% des gens qui ont répondu qui avaient participé à un essai clinique. Et on posait une autre question qui était de savoir, mais si on vous l'avait proposé, est-ce que vous auriez accepté ? Et là, il y avait 12% supplémentaires qui nous ont dit, mais nous, on aurait été tout à fait d'accord si on nous l'avait proposé, puisque c'était une opportunité qu'on n'aurait pas laissé passer. Donc finalement, on s'aperçoit globalement, quand on fait la somme, qu'il y a au moins une personne sur 3 qui est prête à rentrer dans un essai clinique sans réticence quand il a connaissance de sa maladie. On a été un peu plus loin en essayant de dire, mais au fond, pour ceux qui ne voulaient pas participer à un essai clinique, mais qu'est-ce qui vous a freiné? Qu'est-ce qui fait que vous répondez non? Et on voit que la plupart des gens ont mis en avant, on voit le nombre de réponses qu'on a eues sur chaque motif, où finalement, c'était très majoritairement le manque d'information, de ne pas savoir exactement en quoi consistait un essai clinique. Et la peur ne venait finalement que assez loin derrière. Donc voilà la vision que je peux donner sur les patients. Vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est un peu vite, voilà, vis-à-vis des pouvoirs publics, une association de malades comme nous a été sensible à un programme qui est apparu, qui s'appelle le programme ACCES, qui est comment accélérer l'accès aux thérapies ciblées, qui a été lancé par les pouvoirs publics, développé par l'INCa, qui a été chargé par l'État de coordonner les actions qui étaient chargées de mettre en place ce système au niveau d'une expérimentation et qui était ciblé sur tous les traitements qui étaient basés sur une anomalie moléculaire. Des tests sur des traitements basés sur l'anomalie moléculaire, ce qui était exactement le cas que l'on observe pour la LLC ou la maladie de Waldenström,
dont on constate quelquefois qu'il y a des résistances particulières qui sont dues à une anomalie spécifique qui fait que les traitements actuels n'ont pas d'effet ou ont peu d'effet. Donc on est extrêmement preneur de pouvoir rentrer dans ce type de projet, de programme, pour pouvoir en bénéficier. Et même, je crois qu'à l'heure actuelle, le nombre de produits et le nombre de produits qui est testé est assez limité, mais nous souhaiterions pouvoir en bénéficier également. On va passer à les relations que l'on peut avoir avec les hématologues en matière d'accélération de la recherche. On considère qu'il est important qu'il y ait une égalité de traitement au niveau de tout le territoire national. Et pour cela, on cherche à faire bénéficier tous nos malades, tous les patients, mais également au sein de tous les hématologues, de les faire échanger de façon à ce qu'on préserve cette homogénéité. Et on le fait de la façon suivante, outre toutes les réunions professionnelles qui peuvent exister, en faisant des réunions régionales que l'on organise à peu près 5 ou 6 fois par an et qui à chaque fois permettent de rassembler une centaine de participants et c'est animé par tous les hématologues de la région, dont nombre d'entre eux d'ailleurs sont affiliés font partie d'Unicancer. Et je dirais, ils répondent à toutes les questions et ils enlèvent un petit peu les craintes que chacun peut légitimement avoir quand il sait qu'il est malade, en leur apportant des renseignements, des informations sur toutes les thérapies qui existent et qui sont susceptibles de contrecarrer la maladie. Et puis nous faisons une dernière chose qui, je l'avoue, est un peu symbolique parce que les montants en jeu sont finalement tellement énormes quand on fait de la recherche. Quand on parle au laboratoire, ils parlent en millions, voire en dizaines de millions au moins sur la recherche. Alors quand on arrive et qu'on dit qu'on va aider une recherche avec quelques milliers d'euros, on a toujours le sentiment d'être un peu ridicule. Mais enfin, c'est simplement pour montrer l'implication de l'association à faire en sorte que de jeunes chercheurs, en général, on finance de jeunes chercheurs, et plus particulièrement dans les essais cliniques, quelquefois sur des recherches biologiques, mais souvent dans des essais cliniques, de façon à sur des nouveaux traitements, voir l'impact, voir les effets secondaires, surveiller les effets secondaires. Et cela, on espère, concourra un petit peu à la rapidité de mise à disposition, de manière généralisée, des thérapies. On peut donner maintenant un exemple de ce que l'on fait avec les laboratoires. Avec les laboratoires, ce que l'on a choisi en particulier de voir, c'est de s'impliquer sur la bonne observance. En effet, comme vous le savez certainement, les nouvelles thérapies se font maintenant par voie orale, mais de manière très régulière, presque journellement, souvent. Et il est important d'obliger, entre guillemets, le patient à respecter correctement le traitement, de façon à ce que les conclusions qu'on puisse en tirer soient valides, et également de façon à pouvoir suivre de manière continue tous les effets secondaires qui peuvent apparaître, de façon à pouvoir réagir d'une manière assez rapidement, mais de pouvoir bien les enregistrer et de qualifier ainsi plus rapidement ou de déqualifier ainsi plus rapidement une thérapie. Donc nous avons des projets qui, avec des moyens technologiques en général, alors ça va du téléphone qui est le plus simple, mais aussi avec Internet ou avec des SMS, permettent d'avoir un suivi constant de la façon dont le traitement est suivi ou mal suivi, et puis d'avoir un examen continu et relativement impartial de tous les effets secondaires qui peuvent apparaître. Et je voudrais conclure en vous parlant un petit peu de l'utilisation que l'on fait des médias, dans la mesure où on a constaté qu'il apparaît avec une évolution, je dirais, de la connaissance par les malades de leur maladie, par une connaissance un petit peu qui est quelquefois acquise sur Internet, mais où ils trouvent de bonnes choses, mais aussi quelquefois des informations qui sont non vérifiées, non justifiées. Donc ça peut être absolument le pire. Donc on a voulu
créé un site et on a voulu également qu'il soit validé par des hématologues de façon à ce qu'on ne publie jamais d'informations qui ne soient pas, je dirais, qui puissent être mises en doute ou être mises en cause par les spécialistes vers lesquels on se retourne systématiquement. Et également, ce que l'on fait au niveau de ce site, c'est qu'on a un forum extrêmement actif des patients qui peuvent échanger, et ils échangent beaucoup sur les nouvelles thérapeutiques. Ils échangent beaucoup sur les nouvelles thérapeutiques avec à la fois les difficultés qu'ils rencontrent, mais également les résultats dont ils bénéficient. Et je crois que c'est une ouverture et toujours un message d'espoir qui est donné à tous ceux qui peuvent consulter ce forum. Voilà donc un petit peu le panorama que je voulais dresser dans l'activité que pouvait développer une association telle que la nôtre. Mais il en existe beaucoup. Vous savez, les associations de malades, surtout en oncologie, sont extrêmement nombreuses, toutes très actives et ont en général des patients qui s'impliquent énormément. Et juste ma conclusion serait de dire que vraiment la recherche, tout le monde a conscience dans les associations de patients et pour les patients que la recherche est vraiment quelque chose d'absolument primordial qui en plus a des résultats extraordinaires ces dernières années. On est finalement, il vaut mieux être malade maintenant qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Alors mon regret, c'est de ne pas être malade dans 10 ans ou dans 15 ans, mais on peut toutefois se féliciter à la fois de ces évolutions, du système de santé, qui en France est quand même merveilleux, parce que bien que les médicaments ont un coût qui devient extraordinaire, impensable, on en bénéficie, enfin pour l'instant on en bénéficie, donc c'est quelque chose qu'au sein des associations on met en valeur parce que tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, mais on a la chance d'être en France. Et puis, nous, on ne peut qu'être poussé à ce qu'il y ait une accélération de la recherche et en tous les cas de la mise à disposition des médicaments issus de la recherche, puisque chaque mois gagné dans la mise à disposition, c'est pour les patients quelques années de plus à profiter de la vie. Voilà, merci beaucoup. Je tenais à vous remercier et j'espère que vous allez subir un feu roulant de questions. Est-ce que nous avons déjà des premières questions dans la salle ? Bonjour. J'aurais voulu savoir si, dans les objectifs qui étaient fixés du programme que vous dirigez, qui est Cancer Innovation Aquitaine, des fonds privés avaient déjà collaboré et participé au financement. Oui, des fonds privés ont bien sûr participé au financement, notamment donc dans le cadre de la Fondation Bergonié, qui est une fondation d'entreprise qui a pour but de convaincre des mécènes, des partenaires industriels, des acteurs économiques de la région Aquitaine, de l'intérêt de ce projet, de l'intérêt de le soutenir pour l'accès à l'innovation thérapeutique. Ce que je soulignais dans ma présentation, c'est que parmi ces mécènes donc, qui soutiennent la Fondation Bergonié, à travers la Fondation Bergonié, ce programme, il n'y a pas d'acteurs de santé. Ce sont des entreprises du vin, de divers secteurs économiques, mais très curieusement, pas d'acteurs au niveau du secteur de la santé. Est-ce que, avec ce qu'a dit M. Gouda à la fin, est-ce que la notion de recrutement important du nombre de patients, le fait de cibler des pathologies bien particulières et probablement de définir des essais cliniques d'un certain type ne pourrait pas amener l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence, puisque j'imagine que vous pensez à l'industrie pharmaceutique, à vous accompagner plus précocement et de façon plus importante ? C'est l'objectif, oui. L'objectif de tout cela, c'est d'accroître la visibilité. Enfin, pour une institution comme la nôtre qui a ce type de démarche, l'objectif finalement, c'est d'accroître sa visibilité dans ce domaine assez compétitif des essais cliniques de phase précoce, pour justement attirer le plus possible de partenaires industriels, qu'il s'agisse de Big Pharma ou de biotech, et à terme donc d'avoir un soutien dans la démarche donc de séquençage moléculaire qui permet donc d'identifier
les candidats idéaux à un médicament donné, et également d'avoir le plus possible d'études ouvertes aux inclusions. L'enjeu majeur pour la France et pour les autres pays européens, c'est d'avoir le plus possible d'essais cliniques de ce type. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un défi difficile parce que actuellement, 80% des phases 1 des nouveaux médicaments sont testés aux USA. Moi, j'aurais une question pour Sun. Qu'est-ce qui serait intéressant aujourd'hui pour Matwin, je dirais, en évoquant un Matwin complémentaire ou un Matwin plus, hein, de faire pour améliorer l'émergence de nouveaux projets, l'apparition, l'accompagnement de nouveaux projets? Comment ça pourrait, dans ce que tu as décrit, comment ça pourrait se dérouler? Je dirais que c'est plus difficile parce qu'il faut aller chercher les projets en amont. Moi, je vois qu'à travers une meilleure coordination avec structure de valeur des institutions académiques, hein, parce qu'il faut quand même, c'est eux qui fassent une demande que Matwin participe à cette étape de maturation. Je dirais que l'état d'esprit évolue, c'est bien. Il faut aussi que les chercheurs, hein, je suis toujours et encore un chercheur, puisque je suis un professeur de détachement, qui acceptent qu'à partir du moment où on veut bénéficier son travail aux communautés de patients, accepte de dire qu'il y a des activités que je ne connais pas, et je demande aux spécialistes de me dire ce qu'il faut, et je ne suis plus enseignant, je ne suis plus chercheur, je suis un élève. C'est faire preuve quelque part d'une certaine forme d'humilité, mais ça nécessite de la part je dirais des accompagnateurs de pouvoir avoir un réseau suffisamment large pour pouvoir cibler l'ensemble des projets et d'apporter une vraie aide satisfaisante au moment où il est nécessaire. C'est ça. Voilà, donc c'est en fait, en tant que scientifique, on a toujours un ego, ça c'est clair, dans tous les métiers, mais dans le métier de clinicien c'est pareil, hein, du métro, et tout ça, ça n'échappe pas, c'est la nature humaine. Mais il y a un certain moment, il faut reconnaître que je ne sais pas faire, ou je ne sais pas bien faire. Donc il vaut mieux passer par les mains des spécialistes, et c'est bénéfique pour tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que quand un projet peut être valorisé par un acteur existant, passez-le, ils font beaucoup mieux que nous. Et s'il y a des choses qu'il ne peut pas, mais tant pis, on se jette à l'eau, quoi. Et Matwin est très utile. Joël Heyer, directeur de recherche à l'INSERM, et je rejoins ce que vous avez dit. Nous, on est tout à fait prêts à donner notre bébé, je dirais, pour que ce bébé... moi, j'ai eu des enfants, donc lorsque l'enfant est assez grand, ben, on le confie à la maternelle, on le confie au primaire, on le confie au collège, et puis on fait totalement confiance. Mais le problème, je trouve, c'est qu'au niveau des entreprises, il n'y a pas cette culture de prendre un bébé et d'élever ce bébé et de l'amener plus loin. Or, je dirais, au niveau des entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles puissent accepter ces bébés, même s'ils sont un peu imparfaits, parce qu'ils ne savent pas tout, et on ne sait pas tout, et donc pour les faire partir vers les patients. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs questions autour de ça. Si c'est sur une technologie mature, appliquée sur une nouvelle cible thérapeutique qui est dans l'axe de l'entreprise, généralement, le passage se fait bien, puisque ça fait domaine des choses qu'ils savent faire. Ce qui est difficile, c'est entre les deux, que ce soit cible bien, pas bien identifiée, ou la technologie est naissante. Là, je pense que réellement, il faut un accompagnement des chercheurs dans ce développement-là. Parce qu'en fait, quand on est impliqué dans le processus de valorisation, le jour de dépôt de brevet, ce n'est pas le dernier jour. C'est le premier jour que vous signez pour continuer. C'est ça. Parce qu'un brevet a toujours besoin d'être soutenu, enrichir, même si on ne peut pas ajouter des données nouvelles, mais il y a toujours des know-how qui accompagnent le développement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En complément, juste un commentaire, Christian Blois, avec Levexel Pharma.
On a, nous, effectivement, une stratégie de prendre en charge le développement de molécules qui émanent de la recherche, dans ce pont. L'exemple que vous preniez d'un enfant qu'on fait grandir, qu'on amène à l'école, il va y avoir une différence. Bien sûr qu'il y a un partenariat et qu'on peut continuer les collaborations sur la partie fondamentale et toute la partie scientifique des projets pendant la vie des projets. Mais en fin de compte, je crois que l'exemple est bien choisi dans ce sens où c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que vous allez confier à un enfant, mais qui ne va pas rentrer à la maison le soir. Il va rester dans une autre maison, dans la maison de l'industriel, qui va en faire un médicament, avec une logique différente, qui pourra collaborer avec vous. Mais ça ne sera plus votre enfant. Vous l'aurez laissé à quelqu'un d'autre. Et c'est bien la problématique qu'il y a aujourd'hui avec la partie fondamentale et le chercheur, c'est que c'est son bébé qui l'a fait naître et qui veut amener jusqu'à un stade d'adulte et continuer à être avec lui. Alors que là, il y a une notion qui est un petit peu différente, c'est que le bébé, on va le prendre, on va le faire grandir, on va le passer à d'autres parents après qui seront meilleurs que nous en clinique, et que le bébé, il ne reviendra plus chez vous. Et ça, c'est une vraie différence, parce que c'est un petit peu difficile. Et de surcroît, si le bébé ne répond pas aux attentes, eh ben le bébé, on va l'arrêter. Donc là, cette notion-là, elle est vraiment un peu particulière. Donc quand je le dis, c'est vrai que j'exagère toujours un peu volontiers pour pousser le bouchon un peu loin, mais il faut arriver à cette logique-là. Et ce qui n'empêche pas, bien évidemment, de faire une collaboration avec des équipes qui ont initié le projet ou d'autres pour continuer à valoriser le projet. Mais c'est un peu cette notion-là qu'il faut arriver entre les deux partenaires à bien comprendre et à bien admettre, et qui ne sont pas obligatoirement antinomiques. Hein. Ah, j'en profite pour me glisser entre les deux, ça vous va? Je suis Sabin Carme à Viessant. Je suis aussi porteur de projet, d'un projet à Pulsalis à Lyon. C'est une question pour Dominique Maranici. Je suis intervenu l'année dernière dans une réunion UniHA sur les leviers d'innovation hospitalier. Je voudrais savoir Unicancer, puisque vous êtes à l'Institut Pauli Calmette, comment on peut utiliser aussi la centrale d'achat Unicancer comme levier d'innovation pour faire levier, pour aller chercher, pour faire rentrer des technos dans les hôpitaux. Bon, je ne suis pas administrateur d'Unicancer, donc je parle à titre personnel et pas au nom de l'organisation. Le but de la centrale d'achat, bon, il est assez clair, c'est d'être performant dans l'achat. Et si notre métier, c'est de travailler sur l'innovation, il n'y a pas de raison qu'on n'achète pas dans l'innovation. Par contre, c'est aussi compliqué que la relation entre la recherche et l'académie. Il est rare qu'on arrive à influencer un biologiste moléculaire pour qu'il ne dise pas au vendeur que c'est sa machine qu'il veut absolument et que c'est sûr que l'institution va l'acheter. Donc ça, ils ont quelques petites difficultés à l'admettre, et ça crée une relation qui est un peu moins performante autour de l'innovation. Mais vous avez tout à fait raison. L'enjeu à venir, c'est d'être performant dans l'achat et surtout la diffusion et l'acquisition d'instruments qui soient innovants et partagés. Ça suppose un deuxième principe qui est un cahier des charges extrêmement pointu, ce qui n'est quand même pas encore tout à fait implémenté dans le système de santé, sur ce qu'on attend précisément. Et si je parle par exemple du séquençage, les objectifs des collègues qui font des essais cliniques ne sont pas les mêmes que ceux de la santé publique, mais ils vont s'y retrouver. Voilà. Et donc nous travaillons dans ce domaine pour faire un cahier des charges qui permette de répondre à cet enjeu. Je profite de l'occasion pour quand même rappeler que parmi les enjeux sur lesquels peut-être Matwin pourrait s'appuyer, c'est une des caractéristiques du système français, c'est d'avoir un typage des tumeurs qui est de très très bonne qualité et surtout qui se fait à une très grande échelle. Donc l'enjeu pour l'année prochaine, c'est de passer à une très grande échelle et que les promoteurs d'essais cliniques n'aient pas besoin d'investir dans ce champ-là, qui sera garanti par le service public. Voilà, donc c'est... Je voulais intervenir, donc je me présente, bonjour à tous, Paola Principe, j'ai 25 ans d'expérience en direction des projets et des partenariats stratégiques dans l'industrie pharmaceutique. Je me permettais juste d'intervenir sur les différents commentaires qui ont été faits. De par mon expérience, une des cartes, une des possibilités de rencontre entre
le public et le privé, si je peux m'exprimer comme ça, c'est de bien établir au départ la gouvernance. Un projet se gagne dès le départ. Et je pense que j'ai mené à bien plusieurs projets. J'ai eu la chance de mener quelques molécules sur le marché. Et je pense que vraiment, une des conseils ou quelque chose qu'il faudrait peut-être travailler, c'est la gouvernance. Dès le départ, se mettre d'accord sur qui fait quoi et comment on le fait et bénéficier de l'expérience des uns et des autres. Ça paraît vraiment très stupide ou très basique, mais c'est à part la technique qui est particulière, c'est vraiment mettre en place la gouvernance, mettre ensemble, mettre tout de suite qui est responsable de quoi. Hein, et je pense que ça peut vraiment aider à l'accélération du processus. Merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Denner, donc maintenant je suis un petit peu au carrefour de toutes ces discussions. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans l'industrie pharmaceutique. J'ai développé pas mal d'anticancéreux, entre autres choses. Ce qui est très frappant, en fait, aujourd'hui, quand on regarde avec un peu de recul tout ça, en France, par rapport à ce que j'ai pu connaître dans d'autres pays dans le monde, c'est, je dirais pas une absence, mais une difficulté de collaboration forte entre le secteur que l'on qualifie d'académique, recherche fondamentale, recherche plus appliquée, CNRS, INSERM, etc., et beaucoup d'autres, et l'industrie pharmaceutique, naturellement. Et ça n'est pas forcément de la faute des académiques, mais ça n'est pas non plus forcément de la faute des industriels. Et ça, c'est un premier point qui date depuis longtemps. Et le second point qui me frappe beaucoup, et j'en parlais avec ma voisine, c'est l'absence, je dirais, d'interrelation au niveau régional entre les différents partis français. Il se trouve que je suis président d'une société qui s'appelle ID des Biotech, qui travaille sur la région lyonnaise. Je n'entends pas les mêmes choses dans cette région bordelaise que probablement ce que j'entendrais au niveau de la région parisienne, etc., etc. Et je pense que, pour revenir à ce que vous disiez, les patients bénéficieraient énormément d'une forte collaboration interrégionale en France, d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que Matwin pourrait jouer à ce moment-là un rôle relativement plus important à ce niveau-là. Donc ce n'était pas du tout une question, c'était simplement un commentaire un petit peu plus général. Je vous remercie. Je voudrais faire une remarque sur cette problématique des relations entre chercheurs, développeurs, réglementaires, enfin un peu tout ce qui a été dit, sur éventuellement ce qui ne marcherait pas en France. On a quand même des atouts qui sont considérables. Il y a une chose dont on n'a pas encore bien la perception, et merci à Matwin d'y aider, c'est le problème de la valorisation et du développement. Et le développement, c'est quand même un pari, et ce n'est pas un pari qui marche à tous les coups. Quand je vous ai dit, montrer sur une petite diapo du marché qu'il y avait 2000 drogues en cours de développement cancéro, ça signifie qu'il y en avait 20 000 qui avaient été explorées auparavant, et que sur les 2000 qui sont en cours de développement, il faut être humble, il n'y en a peut-être que 200 qui serviront à quelque chose. Donc, entreprendre et éventuellement arrêter son entreprise, ce n'est pas un drame. C'est même bien. Et donc, ça doit rentrer dans nos circuits mentaux. Et on peut être pénalisé par la recherche publique en disant « Quoi, tu as quitté et en plus ta boîte n'a pas marché ?» Alors que si chaque fois qu'il y a eu une idée, un produit, une boîte marchait, il y en aurait des cent. Donc il faut qu'on change un peu cet état d'esprit et en toute clarté, en toute transparence. Voilà, c'est des paris. Puis quand on confie son produit à une boîte pour qu'elle fasse du profit, ben, c'est plus son bébé, on l'a confié et éventuellement on aura des retours en dividendes. C'est comme ça. Et donc c'est de cette floraison quand même de création d'entreprises et de produits dont nous manquons en France, un peu par l'état d'esprit, je suis d'accord, que les patients vont pouvoir bénéficier. Voilà, parce que pour l'instant, nous sommes des consommateurs avisés de produits et créés ailleurs. Et je persiste à penser que nous sommes des consommateurs avisés. Ça serait pas mal si on en créait un peu plus de nous-mêmes. Mais bon, voilà, on est aussi dans la mondialisation et je voudrais quand même citer qu'il y a quand même de très grandes découvertes françaises en oncologie qui sont développées à travers le monde
éventuellement par des sociétés non françaises, mais j'espère qu'il y a beaucoup de promoteurs de projets ici, et j'espère qu'ils auront aussi ce devenir dans le futur. Fondamental, en France, quand j'ai commencé, il n'y avait que des cytotoxiques. On parlait de la biothérapie, c'était... qu'est-ce que c'est ça, la médecine personnalisée, on était peu à y croire, on était peu à croire à des petites cibles, et on faisait ça, mais pour la recherche. Finalement, ça c'est devenu, et c'est ça qu'on appelle une conduite de changement en industrie. Donc, c'est effectivement, nous sommes tous témoins de la conduite de changement. Nous avons un petit peu dépassé le temps, donc je vais clore le débat, remercier nos intervenants qui ont si brillamment évoqué l'innovation.